Il en va également, après ce Brexit, du budget de l'Union européenne pour la période 2021 jusqu'à 2027. Le Royaume-Uni, pour la période, va laisser derrière elle un trou de 84 milliards d'euros, puisque, on le rappelle, la Grande-Bretagne était contributeur net de 11 à 12 milliards d'euros par an. Comment les responsables européens comptent-ils combler ce trou ? C'est actuellement, je pense, le problème majeur auquel est confrontée la construction européenne et dont il faut penser c'est peut-être le début de la fin. D'ailleurs, j'invite les lecteurs, il y a eu un point de vue qui a été publié sur le Huffington Post, qui est pourtant ultra-atlantiste, ultra-européiste. Il y a un point de vue qui a été fait par un observateur qui s'occupe de géopolitique et qui dit, en fait, l'Europe est moribonde, et lui, il en appelle à un saut fédéral, mais enfin, c'est pas maintenant qu'on va aller à un saut fédéral. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en effet, le Royaume-Uni laisse une ardoise de 7 ans x 12, c'est-à-dire 84 milliards d'euros. C'était ce qu'il allait donner. Il y a un trou, premièrement. Deuxièmement, au même moment, l'Union européenne va faire venir de nouveaux États, à commencer par l'Albanie et la Macédoine du Nord, qui viennent là pour mettre la main sur des milliards d'euros versés par les fonds européens, c'est-à-dire sur l'argent des pays contributeurs nets. Donc ils viennent là avec par ailleurs tous les trafics, prostitution, drogue, produits illicites, mafia, c'est le règne des mafias. Donc Macron a voulu s'y opposer dans un premier temps, et puis vous avez vu que Mike Pompeo a tapé du poing sur la table, c'est-à-dire les États-Unis en disant il faut faire entrer l'Albanie et la Macédoine du Nord. Ce qui confirme une énième fois ce que je dis depuis 12 ans, c'est que la construction européenne est sous la tutelle, comment dirais-je, intellectuelle et théorique des États-Unis d'Amérique. Et même lorsqu'ils ont un président comme actuellement Donald Trump qui est en rupture avec l'establishment, l'État profond américain poursuit sa volonté. Ça, c'est le deuxième point. Donc il va falloir des milliards d'euros supplémentaires. Le troisième point, c'est que Madame von der Leyen a annoncé un programme extraordinaire. Notamment, elle veut mettre 100 ou 110 milliards d'euros par an sur la lutte contre le réchauffement climatique. Taxes sur les plastiques, hausse du prix des quotas de CO2, taxes sur le numérique. Alors ce sont des sommes énormes dont on ne sait pas du tout, ça n'est pas précisé, mais ce sont des sommes absolument colossales sur lesquelles on pourrait quand même regarder d'un peu plus près, parce que même si effectivement les questions d'environnement sont très importantes, il se trouve qu'un pays comme la France, parmi tous les pays développés, est celui qui émet le moins de CO2, notamment grâce à son appareil, à son industrie, ses réacteurs nucléaires. Et nous, quand on a des réseaux routiers qui s'effondre, un système hospitalier qui s'effondre, une population dont le niveau de vie s'effondre, il y a peut-être d'autres priorités. Et la contribution, l'augmentation de la contribution des États, la France va bien devoir payer pour... Voilà, alors l'impasse budgétaire, elle est là. Les Britanniques, 84 milliards d'euros en moins. Madame von der Leyen veut faire beaucoup de dépenses en plus. Et puis l'Albanie, la Macédoine du Nord, sans compter peut-être la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Moldavie, etc., qui veulent entrer, qui font partie de la liste des 6 pays, veulent plus d'argent en plus. Donc on voit qu'il y a des recettes en moins, de l'argent en plus. Et alors, le dernier point, le dernier clou sur le cercueil, c'est qu'il y a 5 États au sein de l'Union européenne, que les européistes appellent avec mépris les 5 frugaux, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, je crois la Suède et les Pays-Bas, pour ne pas les nommer, qui ont dit nein, ils ne veulent pas mettre plus d'argent. Et comme ils ne veulent pas mettre plus d'argent, et qu'il y a au contraire besoin de beaucoup plus d'argent, on est face à un dilemme. Et donc le dilemme, tout le monde se tourne vers la politique agricole commune en disant, eh bien, il faut tailler dans le vide de la politique agricole commune, dont l'un des premiers bénéficiaires est la France. Ça veut donc dire que la France est vraiment le dindon de la farce, mais d'une façon... j'allais dire asymptotique, enfin allégorique. C'est-à-dire qu'à la fois nous sommes un pays contributeur net, que nous allons devoir mettre plus d'argent au pot, et qu'au même beaucoup plus d'argent au pot, puisque nous ne faisons pas partie de ceux qui refusent l'augmentation du budget, et au même moment, on risque de nous tailler dans la politique agricole commune, c'est-à-dire le niveau de vie de nos agriculteurs. Donc si on laisse Macron et le gang qui s'est emparé de la France, le gang européiste, aller jusqu'au bout, je ne sais pas où on va. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser 10 milliards d'euros par an, on va peut-être laisser 14, 15, 16, 17. Ce sont des sommes énormes, monumentales, dans une démocratie qui est inconcevable
que dans une démocratie, ça soit laissé dans la main de M. Macron, qui n'a pas été élu pour ça. Ça devrait être un débat sur la place publique et demander aux Français, est-ce qu'on continue, stop ou encore? Est-ce qu'on continue à se faire plumer et de plus en plus pour cette utopie qui, par ailleurs, est en train de s'effondrer? C'est ce que j'expliquais au début avec le Brexit. Rentrons, François Asselineau, dans le vif du sujet du Brexit avec les conséquences immédiates de cette décision. Pour les Britanniques, le Premier ministre conservateur Boris Johnson a pris toute une batterie de mesures, pour le moins sociales. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous lister ces mesures ? Mais écoutez, vous savez, c'est comme à chaque fois qu'il y a des grands événements politiques, ils sont suivis comme un grand tremblement de terre, très rapidement de secousses, de répliques, comme on dit. Et c'est exactement ce qui se passe avec les nouvelles qui nous viennent en ce moment du Royaume-Uni, sont assez impressionnantes. Première décision de Boris Johnson, augmentation du SMIC de 6,2%, de telle sorte que le SMIC britannique passe désormais au-dessus du SMIC français. Vous savez que c'est absolument interdit en France d'avoir une augmentation du SMIC de cette nature, puisque ça serait contraire au rapport des grandes orientations des politiques économiques. 10 livres l'heure, on arrive à peu près. Voilà. Ça serait contraire pour nous. Ça fait des années que le SMIC n'augmente plus, même à peine au niveau de l'indice INSEE. Or, l'indice INSEE est sujet à caution. Et donc, les Français qui sont au SMIC ont le sentiment de perdre du pouvoir d'achat. Deuxième décision qu'a prise Boris Johnson, les subventions dites européennes qui étaient versées aux agriculteurs britanniques, en fait payées et surpayées par les Britanniques, puisque le Royaume-Uni est un pays qui est contributeur net, donc qui donne plus d'argent qu'il n'en reçoit. Ces subventions vont être versées... Près de 11 milliards par an. 11 à 12, voilà. Ces subventions vont être versées directement aux agriculteurs et en fonction de critères renouvelés, c'est-à-dire agriculture bio, agriculture raisonnée, respect des terroirs, lutte contre l'agro-business. C'est exactement ce que souhaiteraient les Français. Donc là, ils se soustraient aux articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose une agriculture hyper productiviste et complètement contraire aux contraintes d'environnement, au respect de la nature. Troisième décision de Boris Johnson, augmentation, écoutez bien, de 33,9 milliards de livres sterling par an, l'équivalent de 35 milliards d'euros, pour le service national de santé, en particulier pour les hôpitaux publics qui étaient à la diète... Jusqu'en 2024. Voilà, qui étaient à la diète depuis 9 ans. Et là aussi, c'est exactement ce que souhaiteraient les Français, aller en parler aux services d'urgence et aux hôpitaux publics. On voit la différence. Avec 50 000 infirmières et 6 000 médecins généralistes supplémentaires. Exactement, il a décidé, vous vous rendez compte, d'embaucher 50 000 infirmières supplémentaires et 6 000 médecins. Quatrième décision qu'il a prise, c'est le lancement de grands travaux. Des travaux assez pharaoniques sur le thème « Quand le bâtiment va, tout va » pour relancer l'économie. Donc un projet de pont grandiose entre l'Écosse et l'Irlande du Nord, et puis un projet de TGV qui ressort des cartons pour quelque chose comme 112 milliards d'euros, je crois, de Londres jusque dans les Midlands, au nord de Manchester. Cinquième décision, la création de ports francs, d'une dizaine de ports francs, qui pourrait essayer d'attirer justement le commerce extérieur. Sixième décision, je ne sais plus à combien j'en suis. Réforme de l'administration. Voilà. Avec moins de bureaucratie. Ça sera peut-être l'occasion pour la France de regarder chez nos voisins britanniques comment ça marche avec moins de fonctionnaires. Bien sûr, et surtout, vous savez, en France, le problème que nous avons, c'est pas tellement qu'on a trop de fonctionnaires, ça je ne suis pas forcément d'accord. Du pouvoir central décentralisé vers les maires, etc. On a surtout en France un empilement qui ne ça va pas. Vous avez la commune, les communes, maintenant il y a les communautés de communes, après ça vous avez les départements, après ça vous avez les régions, après ça vous avez l'État, après ça vous avez l'Union européenne, puis vous avez les euro-régions. Enfin bon, bref, tout ça, ça ne va pas. Dans notre programme, nous, on avait prévu la suppression pure et simple des communautés de communes et la suppression pure et simple des régions qui devraient revenir à ce que c'était au temps de Georges Pompidou, c'est-à-dire des tout petits établissements publics de coordination, et ça permettrait d'évacuer des milliers non seulement plus de 1500, je crois, élus, mais des milliers de fonctionnaires, parce qu'on marchait très bien avant les régions. Dernier point, et non des moindres, Jean-François Asselineau, un nouveau système d'immigration. Les Anglais vont choisir leur immigration dorénavant. Voilà, ça c'est un point qui est très important. Vous savez, certains m'ont taillé la réputation d'être quelqu'un qui ne s'intéressait pas aux questions d'immigration, etc. J'ai toujours dit le contraire, j'ai toujours dit que c'était un sujet très important, mais que dans la mesure où nous sommes contraints par les traités européens, ça ne sert à rien
de se disputer, de se diviser entre Français sur ces questions migratoires, puisqu'elles sont réglées par les traités européens. J'observe qu'à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il va maintenant avoir son propre système, avec, si j'ai bien compris, effectivement, un système d'immigration choisi pour sélectionner à points. Voilà, si vous avez des diplômes, vous avez des points. Si vous parlez anglais, vous avez encore des points. Et il suffit d'avoir un certain résultat pour être accepté. Alors, je ne dis pas que c'est forcément ce que nous ferions, mais ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours dit, moi, c'est qu'il faut que ce soit les Français qui décident, qu'on leur donne la parole, qu'ils choisissent ce qu'ils veulent, l'immigration familiale, comment dirais-je, plus d'immigration du tout, le système Schengen, le type de prestations sociales, etc., parce que c'est quand même au peuple français de décider. Or, ceci ne sert à rien tant que nous sommes sous l'empire des traités européens. On va enchaîner dans un instant avec la politique étrangère britannique qui évolue avec le Brexit, et c'est après la pause. Toujours en compagnie de François Asselineau pour parler du Brexit, le président de l'UPR. On évoquait il y a un instant, François Asselineau, la politique étrangère britannique qui est en train un petit peu d'évoluer. On parle d'une levée des sanctions contre la Russie et en même temps, de la part du Premier ministre britannique conservateur Boris Johnson, d'un alignement sur les États-Unis. Où va-t-on ? Alors, l'alignement du Royaume-Uni sur les États-Unis, honnêtement, n'est pas quelque chose de très nouveau. Ça fait des décennies et des décennies que ça dure. Les États, vous savez d'ailleurs que la force nucléaire, la force de frappe britannique, depuis l'affaire des fusées Polaris dans les années 60, est quasiment sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Et vous savez que le Royaume-Uni entretient avec les États-Unis d'Amérique une relation de nature quasi filiale que nous mesurons mal, que les Français mesurent quand ils vont au Québec. Imaginez ce que seraient les États-Unis si c'était le Québec en grand où tout le monde parlait le français. Ça a failli arriver. Ça a failli arriver avec le cavalier de la Salle, etc. Bon, donc il y a une relation étroite que Churchill avait bien décrite d'ailleurs. Il préférait toujours le grand large, voilà, quand il devrait choisir entre l'Europe et le grand large. Cela étant, ce qui est vrai, c'est que je note que Boris Johnson a envoyé des messages très significatifs. Il a laissé entendre effectivement qu'il pourrait revenir sur des sanctions prises à l'encontre de la Russie à la demande de l'Union européenne, puisque nous sommes bien contraints par ça. Et puis il y a quelque chose qui est important, c'est la reviviscence de tous les liens avec le Commonwealth. Ils ont frappé une pièce de 50 pence avec marqué que le Brexit, c'est pour la paix, l'amitié et le commerce et la coopération avec tous les États du monde. C'est-à-dire que Boris Johnson est en train de mettre en pratique ce que je ne cesse d'expliquer depuis maintenant plus de 12 ans, c'est que la sortie de l'Union européenne ne veut absolument pas dire devenir la Corée du Nord et se claquemurer derrière les frontières. C'est au contraire se rouvrir sur le monde, et en particulier avec les pays avec lesquels on a des liens très intenses. Actuellement, la France, piégée par la construction européenne, est en train de se couper de ce qui fait son rayonnement planétaire, c'est-à-dire les pays de la francophonie, qui d'ailleurs, il y en a une bonne partie, notamment en Afrique, qui sont en forte croissance maintenant. Et donc, plutôt que d'être en lien avec les pays de la francophonie qui englobent le Canada, le Vietnam, Madagascar, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, etc., et nous nous coupons progressivement. Et on est remplacé en Afrique, au moment où ce continent décolle, on est remplacé petit à petit par l'Amérique-Afrique ou la Chine-Afrique à la place de ce qu'on appelait la France-Afrique. Nous militons pour un partenariat complètement renouvelé avec les pays d'Afrique. C'est ce que fait Boris Johnson avec des liens très intenses avec notamment le sous-continent indien, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin ce que l'histoire a légué au Royaume-Uni. Regardez d'ailleurs la composition du gouvernement de Boris Johnson, elle est assez intéressante, puisque vous verrez qu'il y a pas mal de Britanniques dans le ministère de Boris Johnson qui sont originaires justement, alors à deuxième ou troisième génération. La ministre de la Justice qui est originaire d'Inde. Voilà, il y avait exactement Madame Patel, je crois. Non, elle est ministre de l'Intérieur, il me semble. Mais il y a aussi le chancelier de l'Échiquier qui a changé récemment. Mais pourquoi Nigel Farage ne fait pas partie de ce gouvernement alors
alors qu'il avait sagement décidé de retirer ses candidats des dernières élections législatives? Alors, je pense qu'il faudrait le lui demander. Ce que je crois savoir quand même, c'est que ça tient aux institutions britanniques qui n'ont pas cette tradition d'ouvrir en France aux autres partis. Voilà, vous savez qu'en France, voilà, il y a les conservateurs, les travaillistes. Il n'y a pas vraiment, je crois, d'exemple de cette nature. Mais je pense qu'effectivement, ça aurait été un geste significatif que de faire entrer Nigel Farage. Peut-être ne l'a-t-il pas souhaité. De cette nouvelle politique internationale, François Asselineau, le Premier ministre Johnson a interdit à ses ministres de se rendre au forum de Davos, réunion de mondialistes. Est-ce que ça vous évoque rapidement? Je trouve ça formidable. Ça prouve encore une fois ce que je disais tout à l'heure. Tous les jours, il y a des nouvelles formidables qui arrivent du Royaume-Uni. C'est un pays qui retrouve sa liberté de penser, sa souveraineté, son indépendance et le fait de faire des gestes créatifs, créateurs, symboliques. C'est pas quelque chose d'extrêmement important, mais du point de vue symbolique, c'est formidable. Ça veut dire que Boris Johnson dit non, c'est terminé. Maintenant, la politique des Britanniques, ça va se décider à Londres et non pas à Bruxelles, ni à Francfort, ni à Davos. Et ça, c'est un point qui est tout à fait important. Si nous arrivons au pouvoir, nous aurons des gestes forts de cette nature.